Nicolás Maduro est actuellement incarcéré aux États-Unis. Cela s'est produit le 3 janvier, il y a un peu plus d'un mois. Si vous avez suivi l'actualité à l'époque, vous avez probablement entendu les raisons habituelles. Trafic de drogue, crise migratoire, violation des droits de l'homme. Cette version était simple et claire, mais elle ne reflétait pas toute la réalité. Pendant que la marine bloquait les côtes et que les forces spéciales menaient leur opération, quelque chose d'autre se tramait déjà. Pendant des années, des géologues ont discrètement mis à jour d'anciens relevés topographiques dans la région d'Orinoco. Et leurs découvertes ont complètement bouleversé les calculs. Il ne s'agit pas seulement de punir un dictateur ou de mettre fin au trafic de poudre. Il s'agit de ce qui est réellement enfoui dans ce sol. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis n'ont pas agi en 2019. Il y a une raison à leur attente, une raison enfouie dans la boue de l'arche minière de Runino, attendant d'être exhumée. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi ce moment est survenu à ce moment précis et pourquoi le Venezuela revêt soudainement une importance capitale, plus que presque n'importe quel autre territoire de l'hémisphère occidental. Pendant 20 ans, le Venezuela a incarné l'exemple même d'un État failli. Hyperinflation, une monnaie qui perdait toute valeur dès midi, coupure de courant durant des semaines. Près de 8 millions de personnes ont quitté le pays et ne sont jamais revenues. Pour la majeure partie du monde, ce n'était qu'un bruit de fond. Pourquoi? Parce que le Venezuela ne possédait qu'une seule chose que le monde convoitait, du pétrole. Et le pétrole, à vrai dire, est partout. On en trouve au Texas, au Moyen-Orient et sous la mer du Nord. L'effondrement d'un pays producteur de pétrole est certes triste, mais pas une crise. Puis, les études ont commencé à arriver. Non pas des champs pétrolifères, mais de l'arche minière d'Orinoco, une immense zone au sud du fleuve. Il ne s'agit pas d'une petite quantité de lithium, mais de 28 millions de tonnes de nickel. Il s'agit de coltan, indispensable à chaque puce de votre téléphone. Il s'agit du site de Bork, source d'aluminium, de terres rares pour les missiles et la vision nocturne. Le Venezuela, autrefois pays pétrolier ruiné, s'est retrouvé du jour au lendemain propriétaire des ressources les plus précieuses de l'hémisphère. Alors, pourquoi tout cela est-il important en février 2026? Parce que le marché mondial du lithium vient de basculer. Pendant environ 2 ans, nous avons traversé ce que l'industrie a appelé un hiver du lithium. Les prix se sont effondrés, avoisinant les 10 $ la tonne. Des mines ont fermé, des projets ont été annulés. La Chine, à elle seule, a retiré près de 260 tonnes de l'offre, car les producteurs à coûts élevés ne pouvaient tout simplement pas survivre. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. En janvier dernier, les prix ont bondi de plus de 35% en un seul mois. Le lithium se négocie actuellement entre 16,0 et 22,0 $ la tonne. Et il ne s'agit pas d'une fluctuation passagère. McKinsey a publié le mois dernier un rapport détaillant les calculs. Sur le papier, la capacité mondiale de production de lithium est suffisante, mais en réalité, la production opérationnelle est insuffisante. Les systèmes de stockage d'énergie, notamment les batteries à grande échelle, absorbent désormais plus de 30% de l'approvisionnement mondial. La révolution de l'IA nécessite une alimentation de secours. L'interdiction des moteurs thermiques en Europe, prévue pour 2035, est imminente. Quant au triangle du lithium, Chili, Argentine, Bolivie, il peine à suivre les demandes. Voilà le vide dans lequel le Venezuela vient de se retrouver. Quand on parle de lithium vénézuélien, on pense souvent à une seule chose, mais le gisement d'Orinoco est bien plus qu'une simple ressource. C'est un véritable trésor géologique. Et la liste des ressources est impressionnante. On parle d'environ 28 millions de tonnes de nickel. Voilà la matière première des batteries haute densité, celle qui donne aux voitures électriques une véritable autonomie. On trouve aussi le coltan. Chaque puce de votre téléphone, chaque processeur d'un missile guidé fonctionne grâce à lui. Des terres rares pour la vision nocturne, pour les optiques de précision, pour les technologies de défense que le Pentagone refuse de sous-traiter. Du bauxite pour l'aluminium, car on ne peut pas construire un châssis de véhicule léger sans lui. Le journal espagnol El País a publié une analyse en décembre, juste avant que tout ne dégénère,
soulignant que le Venezuela pourrait détenir 15% des réserves mondiales de lithium, ainsi que d'importantes quantités de scandium. Donc, lorsque la marine américaine se positionne, elle ne protège pas seulement une mine de lithium. Elle protège toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie moderne. Ce n'est plus une question de pétrole depuis la publication des résultats de ces études. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis ne sont pas intervenus au Venezuela en 2019. À l'époque, il ne s'agissait que de pétrole, et le pétrole seul ne justifiait pas tous ces efforts. Mais 2026 est différent. Et voici le chiffre à retenir. La Chine contrôle environ 60% de la capacité mondiale de traitement du lithium. Autrement dit, pour chaque batterie de véhicule électrique, chaque smartphone, chaque système de stockage d'énergie sur réseau en Occident, il existe un goulot d'étranglement chinois quelque part dans la chaîne d'approvisionnement. Prenons l'exemple de la dette du Venezuela. Le pays doit encore entre 10 et 12 milliards de dollars à la Chine. Les entreprises chinoises rôdent autour du gisement minier d'Orano depuis des années, se positionnant discrètement. Si Pékin s'empare du lithium vénézuélien, c'en est fini. Fini de la partie. L'Occident restera dépendant à jamais. C'est pourquoi le blocus naval intercepte les pétroliers à destination de la Chine. C'est pourquoi les États-Unis demandent aux nouveaux dirigeants vénézuéliens de rompre immédiatement leurs relations avec Pékin. Il ne s'agit pas de démocratie. Il s'agit de dire à la Chine, « Vous ne contrôlerez pas l'approvisionnement en batterie du 21e siècle. » Voici ce qui met les diplomates mal à l'aise. Le 3 janvier, les États-Unis ont arrêté un chef d'État en exercice. Les accusations de trafic de drogue de 2020 se justifient en grande partie par les témoignages de transfuges ayant conclu des accords pour obtenir des peines réduites. Or, si l'on examine les données d'organisations comme Washington, le Venezuela n'a jamais été la principale voie de transit de la drogue vers les États-Unis. Ce rôle était tenu par la Colombie et l'Amérique centrale. Alors pourquoi maintenant? Parce que quelques jours seulement après l'arrivée au pouvoir de Maduro, suite à l'arrestation, la conversation a porté sur le dépôt des revenus pétroliers dans des banques contrôlées par les États-Unis et sur l'injonction faite au Venezuela de ne vendre ses ressources que si cela sert les intérêts américains. Trump lui-même a comparé la situation à celle de l'Irak, affirmant que Bush n'avait pas gardé le pétrole. Nous allons le garder. Le gouvernement intérimaire reçoit l'ordre de rompre les liens avec la Chine, la Russie et l'Iran, et de consacrer exclusivement les recettes pétrolières à l'achat de biens américains. Ce n'est pas un partenariat. C'est un système colonial revisité au 21e siècle. Vous vous dites peut-être, le Venezuela possède du lithium. Les superpuissances se le disputent. Mais quel rapport avec moi? Eh bien, voici le lien. Tous vos téléphones, tous vos ordinateurs portables, tous vos véhicules électriques fonctionnent grâce à des batteries lithium-ion. Et actuellement, le prix du lithium atteint des sommets inédits depuis des années. Après avoir touché un plancher proche de 0 $ la tonne en 2024, il a bondi de plus de 35% rien qu'en janvier. On parle désormais de prix entre 6,0 et 22,0 $. Cela n'affecte pas seulement les sociétés minières. Cela a un impact sur vos dépenses. Lorsque le prix du lithium augmente, les batteries coûtent plus cher. Et lorsque les batteries coûtent plus cher, les constructeurs automobiles répercutent cette hausse sur le prix de vente. Et il ne s'agit pas seulement des voitures. Le stockage d'énergie pour le réseau électrique, les centres de données qui alimentent l'IA, les systèmes de secours qui assurent le fonctionnement des hôpitaux, tout cela dépend du lithium. Si l'approvisionnement du Venezuela est bloqué par la Chine, les prix resteront élevés. Si les États-Unis le contrôlent, ils se stabiliseront peut-être. Mais si l'extraction minière s'arrête et que le lithium reste dans le sol, tous vos appareils deviendront plus chers. C'est mathématique. Dans cette affaire vénézuélienne, tous les regards sont tournés vers les États-Unis et la Chine. Mais un troisième acteur observe discrètement la situation. L'Inde. En janvier, un rapport a mis en lumière un point intéressant. Le Venezuela ne se contente pas de dialoguer avec Washington et Pékin.
Il a également fait savoir à New Delhi qu'il souhaite des investissements indiens et une collaboration technique dans l'exploration minière. L'Inde en a besoin, car elle développe sa propre industrie de véhicules électriques. Ils ont des objectifs de production de batteries et actuellement, ils importent la majeure partie de leur lithium de Chine. Le Venezuela possède d'importantes réserves de nickel, de minerais de fer, de borite, soit tout ce dont l'Inde a besoin pour s'approvisionner. Des entreprises indiennes détiennent déjà des actifs historiques dans le secteur pétrolier vénézuélien, notamment via OMGC. Ainsi, tandis que les États-Unis bloquent les pétroliers et que la Chine renégocie ses dettes, l'Inde se demande comment, si le Venezuela s'ouvre, elle peut tirer profit de la situation sans se retrouver prise entre deux feux. C'est un exercice d'équilibriste, mais il se joue actuellement. Nous voici donc en février 2026. Maduro est emprisonné aux États-Unis. La marine indienne est déployée au large des côtes. La Chine voit ses investissements gelés et le lithium vénézuélien est toujours inexploité. Que va-t-il se passer maintenant? 3 scénarios se dessinent en coulisses. Premier scénario. Les États-Unis installent un gouvernement coopératif. Les entreprises américaines s'implantent. Et, en 5 ans, le Venezuela devient l'Arabie saoudite du lithium. Trump l'a déjà déclaré publiquement. Les entreprises américaines investiront des milliards, répareront les infrastructures et la richesse reviendra en Amérique. Deuxième scénario. La Chine ne se retire pas. On leur doit entre 10 et 12 milliards de dollars. Et leurs entreprises d'État sont déjà en position de force. Si Pékin soutient une contre-attaque, on risque d'assister à une guerre par procuration en Amérique du Sud. Troisième scénario. Tout est bloqué. Les infrastructures sont trop délabrées, les investissements sont trop lents. Et le Venezuela reste exactement au même point depuis 20 ans, prisonnier d'un trésor inaccessible. Lequel de ces scénarios se réalisera? Tout dépendra des 6 prochains mois. Mais voici un élément que tout le monde oublie de prendre en compte. L'arche minière d'Orunino couvre 112 km², soit environ 12% du territoire national. À l'heure actuelle, aucune réglementation environnementale n'est en vigueur. Il n'existe aucun cadre réglementaire. Le gouvernement est à peine fonctionnel. Alors, quand des entreprises américaines ou chinoises arrivent avec des foreuses et des pompes qui s'assurent que l'eau ne pollue pas les rivières, qui indemnise les communautés déplacées? Personne n'en parle. L'UE a adopté l'an dernier une loi sur les matières premières critiques afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Mais elle ne dit pas grand-chose sur le sort des populations vivant dans les régions d'où proviennent ces matières premières. Le lithium vénézuélien pourrait alimenter la transition écologique, mais s'il laisse derrière lui un désert environnemental, l'a-t-il jamais vraiment été?